au matin qui vous offre chaque fois du bonheur. Nous savourerons aujourd'hui encore 95 minutes dans ce programme du mercredi 10 avril 2019. On aura bien sûr à parler de famille, la famille qui nous occupe toujours car vous en faites partie bien sûr. Avec le docteur Laura Michel, on parlera de quand l'éducation ménagère cache le phénomène du travail des enfants. Dans la sélection bien sûr du personnel de maison, il faut faire attention à tous ces critères-là pour ne pas tomber dans l'illégalité. Bien évidemment, il a son sourire juste à côté qui va vous découvrir aussi. Et puis très content, je suis sûre qu'il est très content d'être en votre compagnie. Ah oui, Marco, superbement, bonjour. avec toutes les étoiles qui sont au beau fixe. Merci à tous et à toutes d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous. Il est là déjà, notre très cher Abdoulaye Koné, mais cette fois, ce n'est pas le monsieur vendredi, c'est le monsieur mercredi, parce que vous le savez, hier, Régis Kofi était à la tâche dans ce qu'il est convenu d'appeler une des émissions phares du groupe RTI, c'est RTI 1 reçoit. Et aujourd'hui, on va recevoir également avec le cas pratique qui va nous parler des téléphones portables. Comment, quelle action, quelle attitude, quelle position adopter face aux téléphones, face à nos mobiles. Eh bien, on aura donc des questions à se poser et surtout des réponses à donner. Et on a la banane, c'est demi à chaque fois. Mais est-ce que vous savez on peut utiliser la peau de banane pour diverses astuces dans le quotidien de notre vie. Donc aujourd'hui, pour la diététique, on aura un sujet sur ne pas jeter la peau de banane douce et comment l'utiliser à bon escient. Pour une fois qu'on ne va pas jeter la peau de banane sous les pieds de ses ennemis, ce sera de bon aloi, mesdames et messieurs. Intelligence émotionnelle en milieu professionnel. Ce sera la quintessence de l'intervention du coach Yoman qui viendra nous parler un peu de ce qui fait notre force au niveau émotionnel en milieu professionnel surtout. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Christelle Akoussa, la dynamique, l'Amazone de la matinale qui réalise cette émission avec toute son équipe, avec sa voix particulière qu'on aime tant dans l'oreillette comme dans les casques de tous ceux qui sont là. Merci. Vous m'imez très bien. Oui, à la fin de la saison, on va faire des imitations de tout un chacun, imitations d'Alix, de Christelle, de tout le monde. On va bien s'amuser. Et puis bientôt, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. La RTI, le groupe RTI sera en mode Coupe d'Afrique. Et puis aussi, vraiment, vous allez avoir toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir. Et puis à Matémonin aussi, il y a des choses à savoir. La preuve, Alix. La preuve avec ces informations de ce jour pour la célébration du prénom. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Hubert, Sainte-Fulbert. Ah, Fulbert. Fulbert, voilà. J'ai un ami d'enfance à la Riviera 2, s'appelle Fulbert. Si nous regarde, on le salue. C'est oui. Fulbert. Et puis aujourd'hui, on a des noms en pays sénoufaux. Et oui, nous allons en pays sénoufaux. Les sénoufaux étaient divisés en plusieurs groupes. Selon donc l'activité de chaque groupe, il fallait trouver un nom. D'accord. Dans la région de Katiola, Niakaramadougou et d'autres contrées Tagbana, on a les patronymes suivants à leur sens ancestral. Ça, voilà. Aujourd'hui, on va citer le premier, c'est Oro. Ça s'appelle, ça veut dire les courageux, les intrépides. Ils sont devenus des Koulibaly. Si on s'en tient à l'information qui nous est donnée. D'accord. Donc, on fait coucou à Oro Joseph. Alors, Oro. On a Il. Ça doit être Hill, quelque chose comme ça. Ceux qu'on a détachés du grand groupe, ils sont devenus des Koné. Voilà, donc tous les Koné. Abdoulaye Koné, c'est votre fête aujourd'hui. Quelque part, oui. Et puis il y a Il Congo, ceux rompus aux techniques agraires, ils sont devenus des Camara. Et voilà, Camara, comme le vieux père Camara, Omar Norgil. On a I, ceux qui sont divisés en deux fractions, ils sont devenus les Ouattara. On a plus illustre Ouattara. les Ouattara. C'est pas n'importe quel nom. Ah non, du tout. C'est un grand nom. Respect à tous les Ouattara. Et puis Tuo, les chasseurs, donc Touré, dans la région de Dabakala et de Bonirédougou et d'autres contrées Djimini. Nous retrouverons les mêmes patronymes, sauf qu'ici, les équivalents malinqués ne correspondent pas forcément aux autres sous-groupes. On a Sekongo qui revient à Camara. Silué Koulibaly. Soro Fofana Koné. Tuo Touré et Dao. Et puis Yeo Ouattara. Et bien voilà. C'est intéressant à savoir tout ça. C'est vrai que tout ça, c'est sous réserve. On peut, peut-être il y a des soucis de prononciation, mais bon, dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien de savoir l'histoire de notre pays, de tout ce qui rythme notre culture. Et la culture à Matin Bonheur, c'est la culture de l'instantanéité, de l'information. Et ça commence maintenant avec un Koné, Abdoulaye Koné. Bonjour Abdoulaye.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver au cœur de la matinale pour cette première tranche d'information. Abdel Fattah al-Sisi entame ce mercredi une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. L'arrivée du chef de l'État égyptien fait suite à la visite en décembre 2017 d'Alassane Ouattara à Sharm el-Sheikh lors d'un forum économique. Les deux pays doivent signer plusieurs accords bilatéraux. On voit tout cela avec Michel Digré. C'est le 7 décembre 1973 que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont établi des relations diplomatiques. Depuis lors, cet accord de coopération ont été signés entre les deux États. Il s'agit en outre d'un accord relatif au transport aérien signé le 25 novembre 1968. Un traité d'amitié et de coopération signé le 15 janvier 1985. Un accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 janvier 1985. Un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé le 6 décembre 2017. Au plan économique, l'Égypte est le 50e client et le 35e fournisseur de la Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2017. Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31 milliards 968 millions de francs CFA contre 32 milliards 464 millions de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire importe d'Égypte, entre autres, des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers. Les exportations ivoiriennes vers l'Égypte sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteaux, de cacao et de bois transformés. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien foulera officiellement le sol ivoirien avec l'arrivée à Abidjan ce mercredi du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Alassane Ouattara était lui en visite officielle en Égypte dans le cadre de sa participation au Forum Africa Days 2017. Et puis le ministre de l'économie numérique et de la Poste a eu une séance de travail hier mardi avec son homologue égyptien. La séance de travail de Claude Isaac Dey avec la délégation égyptienne s'est tenue quelques heures plus tôt avant la visite officielle d'Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien attendu aujourd'hui à Abidjan. Les axes de coopération dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication ont été abordés. Une visite à l'école supérieure africaine de TIC a permis à la délégation égyptienne de découvrir plusieurs projets innovants présentés par des étudiants. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sa délégation prennent part aujourd'hui aux assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à Washington. La mission se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire après la mission d'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017 par les institutions de Bretton Woods. Et ce communiqué du Sénat, M. Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2019 qui se tiendra le jeudi 11 avril 2019 à 16h30 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle signé le secrétaire général adjoint Touré Ousmane Samassi. Dans le cadre de ces activités, le CNCMR, entendez par là le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, a organisé un atelier. Il s'agissait pour la dite structure de mettre en synergie les actions des entités qui interviennent dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides. C'est un reportage signé Herman Guivet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, vient de lancer ses activités annuelles au titre de l'année 2019. Un lancement qui s'est matérialisé autour d'une conférence qui avait pour thème « Quelle réforme novatrice pour une retraite efficace et rassurée ?» C'est cas de l'IPS-CRAE. Objectif, permettre aux journalistes membres de l'organisation de mieux connaître la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le compte rendu est signé Amadou Ouattara.
Et voilà qui referme cette première tranche d'information. Je vous retrouve à 6h30. A tout de suite, Abdoulaye Koné. Et illico, on partira pour du fitness. Hier, on utilisait une chaise. On peut utiliser d'autres objets. Aujourd'hui, ce sera une bouteille pour le sport. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui si je vous dis qu'on s'entraîne avec 2 bouteilles d'eau? 2 bouteilles d'eau. On avait déjà fait un circuit une fois avec une bouteille d'eau. Cette fois-ci, c'est avec 2 bouteilles d'eau. Donc, c'est des exercices simples. On va aller à 4 exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois si vous voulez. Moi, je vous ferai une répétition comme démonstration pour chaque exercice. On va aller pour 12 répétitions. Donc, premier exercice, je me tiens debout avec mes 2 bouteilles. Je le mets de chaque côté de mon corps. Je lève les bras. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends. Je contrôle la descente. D'accord? Je gagne mes abdos. 5, 4, 3, 2, 1. On vide l'air. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2 répétitions. 11. Une dernière. Parfait. On va mettre maintenant les 2 bouteilles au niveau des épaules, donc proche de vos oreilles. On va descendre en squat. Vous avez la possibilité de faire vos squats sur un support. Ça peut être une chaise, un banc, les rebords d'un lit, tout ce qui est support où vous pouvez vous asseoir. D'accord? Jambes écart à la largeur des épaules. On descend en squat, on voit les genoux vers l'extérieur. Et quand on se redresse, on pousse vers le haut. On redescend les bouteilles, on redescend en squat. On pousse, on se redresse. Un mouvement dynamique et légèrement explosif. On redescend. 3 répétitions et on enchaîne. 4. N'oubliez pas qu'il faut descendre les bras avant de descendre les jambes. Descendre les bras d'abord, on descend les jambes. 5. On remonte. 6. On remonte. 7. On remonte. 8. Là, on travaille les bras, plus les épaules et les jambes. 9, 10, 11, une dernière, et 12. Parfait. On va aller au sol, se coucher sur le dos avec les 2 bouteilles, fléchir légèrement les jambes, poser les plats du pied au sol, monter le bassin au maximum, tendre les bras. Donc on travaille en isométrie, on travaille les fessiers, l'arrière des jambes et un peu la poitrine et les bras. Donc on va fléchir les bras, pousser comme si on va applaudir, coller les bouteilles, écarter les bras, pousser et revenir. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4. Vous devez sentir un peu le dos. 5. Mais c'est un peu comme du gainage, le fait de monter le bassin. 6. Ça ne va pas être une mauvaise douleur, vous devez sentir une contraction. 7, 8. N'oubliez pas d'expirer à la montée. Quand vous poussez, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Dernier exercice. On va se lever. Faire une fente arrière. D'accord? Une fente arrière, c'est ça. Et pendant la fente arrière, on va tendre les bras vers le haut. D'accord? Je mets les jambes, je mets en diagonale pour que vous me voyez mieux. Je le mets devant, pour que vous me voyez mieux. Les jambes au même niveau. Je vais faire un mouvement. Je vais faire 2 mouvements en un. Donc je vois ma jambe loin derrière, je tends les bras vers l'avant. Ce qui me permet de stabiliser si c'est mes abdos. Je me redresse. Pensez toujours à fléchir la jambe qui est derrière en premier, maintenir la position, se redresser. Et on se redresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de bien gagner le ventre, c'est très important. 9. Et vous concentrez sur le mouvement. 10. Encore 2 répétitions. 11. Et 12. Parfait. N'oubliez pas les abdos. Je mets un exercice en bonus pour vous. On va travailler les abdos, mais cette fois-ci debout. On va attraper la bouteille des 2 côtés, serrer avec les mains,
se mettre sur le côté. Donc on tourne toute la partie haut du corps. On garde les pieds au même niveau. On tourne toute la partie haut du corps. On monte les bras. On change de côté. On dépose la bouteille de l'autre côté. Et on alterne. En mouvement très très rapide. Pour travailler la taille. 5, 4, 3, 2, 1. Avec une rotation. On vide l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Donc toujours la bouteille monte au milieu au maximum, bras tendus. 9, 10, 11 et 12. Tout ça pour vous montrer qu'on peut s'entraîner avec des accessoires qui ne sont pas forcément des haltères ou des équipements de sport, des équipements de gym. On peut s'entraîner avec tout, il faut juste être créatif et avoir des mouvements corrects. Donc, hydratez-vous aussi, c'est important. Je fais un peu la pile de l'eau, mais c'est très très important de boire de l'eau, c'est très très important de s'hydrater pour avoir une belle peau, bon, pour se sentir bien en général. Donc prenez soin de vous et on se revoit dans pas longtemps. Bonne journée, au revoir. Vive de l'eau, vive de l'eau. À votre santé, coach. Merci, c'est vrai, il faut boire beaucoup d'eau. Ça nous permet de nous hydrater. Et puis aussi, utiliser les bouteilles à bon escient aussi pour des étirements, tout ça, ça fait du bien. Vous voyez un peu l'ingéniosité de notre coach. C'est bien beau de venir comme ça, mais il faut proposer des idées variées. Les exercices, c'est ça qui fait du bien. Il est 6h11, mesdames et messieurs, à Assini Mafia. Et on est très heureux d'être avec vous ce matin ici sur le plateau de Matin Bonheur. Bien évidemment, les mercredis, on parle un peu de tout ce qui tourne autour de votre bien-être, tout ce qui vous permet d'être en bonne santé, d'avoir la banane. Ça tombe bien, hein, parlant de banane. Oui, on y est. Alors, la peau de banane douce, il ne faut pas la jeter parce qu'elle ne sait pas seulement à se mettre sous le pied des ennemis, mais seulement on peut l'utiliser aussi pour notre santé. Façon de parler. Voici le cas pratique du jour. La banane douce ou banane dessert. La banane représente 8% de notre PIB agricole, 2% du PIB national et emploie directement 8 à 10 000 personnes. Combinée avec l'ananas, la filière génère un chiffre d'affaires annuel de 145 milliards de francs CFA. Elle offre une teneur en glucides particulièrement élevée, ce qui constitue l'essentiel de son apport énergétique. Appelée aussi banane dessert, la banane douce est douce comme l'indique son nom et se digère facilement. Le fruit cache d'autres vertus. Ne jetez surtout pas la peau lorsque vous auriez fini de la consommer. Par exemple, pour avoir des dents plus blanches, frottez chaque jour vos dents quelques minutes avec l'intérieur de la peau de la banane. Geste à répéter pendant au moins une semaine. Vous pourriez ainsi apprécier les premiers résultats, les dents plus blanches. La peau de la banane est très utile aussi lorsque vous vous faites piquer par un moustique ou une fourmi. Pour réduire les irritations et les picotements, placez simplement la peau de la banane sur la partie enflammée pendant quelques minutes. Le gonflement et les démangeaisons diminueront. Et dernier bonus, il concerne la conservation de vos bananes. Lorsqu'elles sont mûres, mettez-les au frigo pour freiner la vitesse du mûrissement. Et gagner quelques jours en plus grâce à l'effet du froid. Pour les bananes non mûres, gardez-les tout simplement à l'air ambiant et un œil sur elles.
banane. Oui, la banane. Là, on a eu la banane douce avec plusieurs astuces pour pouvoir la conserver beaucoup plus longtemps parce que c'est un produit périssable qui vraiment se désagrège très rapidement. Donc, suivez à la lettre ces astuces-là et puis vous pouvez garder vos bananes. Puis c'est bien aussi Et d'avoir garder la banane aussi. c'est bien aussi d'avoir les blenders avec le matin comme pour ça. le smoothie. Oui, le smoothie, c'est trop bon aussi. Bah, oui. C'est bon, ça fait du bien la banane. Et puis, visiblement, on peut tout utiliser, hein, sur, Oui, la dans la peau, banane. la chair. La peau, la chair, tout ça. On peut vraiment tout faire avec une banane. Tout Et est ça consommable. tout est consommable. C'est ça. Et tout est bon, tout est appétissant. Oui, la Tout est banane, c'est bon. Il y a appétissant. beaucoup de vitamines à l'intérieur. Parlons de vitamines, on va aussi en avoir dans le petit-déj. Aujourd'hui, on a un spécial pain condiment. Voilà, les premières photos. Aïe. Ouh là là. Chaque Ça quartier nous ramène d'Abidjan, en enfance. voilà, chaque quartier d'Abidjan a son pain condiment. Je connais le vôtre. Voilà, moi Mais je n'ai pas encore testé. mon pain condiment préféré, c'est à Trècheville. Trècheville. C'est quelle avenue déjà, Jo? En tout cas, il y a un grand couturier, un grand styliste de Côte d'Ivoire qui est Oui. dans la zone. Il y a Ouais, une sa dame boutique. là-bas, vraiment. C'est l'un des plus bons pains condiments d'Afrique. Et soit dit en passant, Au on sud du arrive. Sahara. Le monsieur, il va me faire tester tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on va aller tester ça. Ouais. Donc, dégagez les voies, on arrive à Trècheville après. On a encore d'autres. Là, c'est Aïe, la aïe, 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 bouca. On a des œufs. Les œufs sont sûrement dans la petite pâte avec la viande. Vous Là. voyez, il y a haricots, La compotée avec la viande. la vermicelle, tout ça. Oh là 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 La là. poisson haché. Avec le pain croustillant, tout ça. Oui, du matin. Un peu de bissap Puis- sur le côté. Comment vous savez tout ça? Voilà. Non, ouais. Respectons les gens qui ont vécu. Oui, oui. Ouh là 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 là. Vous appellerez ça comment? Moi, Oui. j'appellerais ça quelque chose qui est bon à manger. Non, mais le nom. Vermicelle? Vermicelle. Non, c'est macaroni. Macaroni. Comment on appelle ça? Non, mais de manière triviale, quand on arrive, on dit macaroni. Macaroni, On dit ah pas vermicelle. Macaroni. Tu dirais vermicelle, mais quoi? Non, macaroni. C'est vrai, c'est bizarre de dire à la dame, bonjour madame, j'aimerais avoir un peu de vermicelle. Ah, Il est dit quoi quitté où, même? lui? On dit macaroni. Donc vraiment, pour vous adapter, pour vous fondre dans la masse, c'est macaroni. qu'on dit. Ouais. On a une autre photo? Oui. Mmh, Ça, c'est des pommes de terre. C'est un peu gras, mais bon. Oui, il Comme on faut, dit. faut réduire l'huile Oui. et puis ajouter plus de compoté avec les œufs, un peu de viande. C'est complet. C'est bourratif, hein. Oui, ça, Avec un peu de jus de ça tient toute la tamarin, journée. un peu de bissap, tout Oui. ça, du gnomonkou. C'est ça. Le matin, ça booste, hein, ça booste. Ça fait du Tommy, bien. bon digestif. Et Il faut être aussi aux Tommy, mais alentours. en temps normal, c'est tamarin. Oui, c'est Tommy. tamarin, c'est ça. Tommy G. Voilà, bon, voilà. Fais la traduction en même temps. Tommy G, quoi. Lomlo G. Tommy G, Lomi G, Bissap G. Tous les G. Tous les G. Allez, le point route maintenant, mesdames et messieurs, les 6h18. Sûrement à côté de l'eau, hein. Oui, voilà, quand on a bien mangé, maintenant on prend la route. On y va. Alors, mon petit doigt me dit qu'on va commencer par le Lagunet, et ça tombe bien. Eh oui, le petit doigt, il a raison. Pour digérer, on part voir le Lagunaire, le boulevard Lagunaire qui nous accueille, avec son balai de voitures qui circule aisément sur cette belle chaussée qui n'est pas humide du tout parce qu'il n'y a pas plu encore hier. Mais les prévisions annoncent une pluie probable pour aujourd'hui, donc il faut faire attention. Il faut saluer l'action du gouvernement, hein, parce Oui. qu'on reçoit vraiment régulièrement des messages sur nos téléphones par rapport à la météo. Oui, ça pour c'est bien. conseiller, pour Mais moi, prévenir. je souhaiterais que cela continue, même quand nous ne sommes pas en temps de pluie. C'est très important aussi. Oui, c'est très important. C'est très important parce qu'il ne faudrait pas circonscrire ça uniquement à des périodes de pluie. Même quand tout va bien, il faut vraiment avoir des messages comme ça. Ça nous fait chaud au cœur, ça montre qu'on prend, Maintenir le contact. ça montre qu'on prend soin de nous. Allez, ça. qu'est-ce qu'on a du côté du De Gaulle, du Latry? Où est-ce qu'on va, Christelle, à Coussa? Ah, oui. La Un peu de lagune est belle, hein. nuages. Un peu On de pourrait nuages. s'y perdre en une partie noire, mais non, oui, vous ne trompez pas Eh du oui, tout. eh oui. C'est profond. Il faut faire Très, attention. Très, très, très profond. Et Ouais. puis attention, on nous signale souvent aussi des jeux de certains enfants. Ah ouais, c'est vrai. Oui, ça, il faut arrêter ça, les Qui- enfants, les jeunes qui nous regardent. Ouais, qui se C'est- lancent du la haut du jeunesse pont. est trop précieuse pour la gaspiller en se mettant en haut du pont pour sauter. Heureusement Des que les jeux autorités, dangereux. le préfet donc, est passé pour s'enquérir donc, de l'état de ces jeux macabres-là. Mhm. Notre jeunesse n'a pas besoin de ça. C'est à l'école et puis vraiment sur des projets bien pour que les gens puissent vous aider. Ce n'est pas pour aller faire des défis à 2 balles sur le pont, plonger, tout ça, et donner des problèmes aux familles. Ça, clair. vraiment, c'est pas ça le rôle. Toi, dit en passant, profite de cette vue-là. Parce que non loin, il y a des gens, hein, les week-ends, des jeunes qui s'attroupent et puis qui se jettent dans la lagune pour je ne sais pas Soit quel dit, on courage. peut se Le lancer vrai des courage, défis. c'est à l'école. C'est clair. Sur les études et puis sur le nombre de points à avoir au BPC et au bac. C'est là-bas qu'on a le vrai courage et la vraie reconnaissance.
soit dit en passant. Et vous le dites bien. Il est 6h20, ma très chère Alix. On va aller maintenant dans notre cas pratique. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers du téléphone portable. L'utilisation abusive du téléphone portable. Conséquences. Votre smartphone ne vous quitte plus. Vous l'avez constamment sur vous, à table, aux toilettes ou même au lit. Cet objet est presque devenu une extension de votre bras. Bien qu'important, il ne faut pas trop s'habituer à ces appareils électroniques car ils peuvent être nuisibles pour notre santé. Quelles sont les conséquences de l'utilisation abusive de nos smartphones? Les téléphones sont à la base de certaines maladies que nous contractons. Par exemple, les douleurs au dos. Utiliser son téléphone portable revient à porter un poids de 27 kg sur le cou, soit le poids moyen d'un enfant de 8 ans. En regardant l'écran du mobile, la colonne vertébrale est inclinée à 60 degrés et cette position peut provoquer des problèmes de dos plus tard. L'attention permanente qu'on accorde à l'écran de notre smartphone abîme nos yeux et provoque des picotements, des brûlures et des maux de tête. Ajoutons aussi que les radiations émises par les téléphones portables augmentent grandement les risques de cancer. La prévention est la meilleure action à prendre pour éviter des complications sanitaires. Pour commencer, évitez de garder son smartphone près de soi toute la nuit. Cela s'applique encore plus aux enfants, aux femmes enceintes. Les organes en développement des fœtus et des enfants sont plus sensibles aux ondes. Les ondes sont plus intenses en situation d'obscurité, c'est pour cela qu'il faut éviter d'utiliser votre smartphone de façon prolongée dans les pièces sombres. De plus, la forte lumière agresse les yeux. Pour une meilleure santé, apprenez à vous détacher de temps à autre de votre portable. Les ranger au profit d'un loisir, notamment la lecture d'un bon bouquin. Un dernier conseil en bonus. Pour garder votre smartphone propre, évitez les mouchoirs à papier et les feuilles essuie-tout pour ne pas rayer votre mobile. L'idéal est d'utiliser un chiffon en microfibre ou lunettes. Si vous ne disposez pas de chiffon en microfibre, vous pouvez le remplacer par une compresse ou un linge en coton. Et voilà, tant d'astuces et d'indications pour mieux utiliser son téléphone, de sorte qu'il ne soit pas... Comment vous on s'est retrouvés nous tous. C'est clair, c'est clair. Faut pas se voiler la face. Hein. Le téléphone, on l'a tout le temps dans la main, on a la tête baissée comme ça, mais il faut faire l'effort au mieux de s'en séparer. Par contre, quand il faut se coucher, il faut le tenir loin de la zone où on dort, parce que voilà, c'est les radiations et autres. Voilà, c'est sur le lit qu'on passe la plus grande partie du temps, donc il faut vraiment éloigner les téléphones. Il faut faire l'effort. C'est facile à dire, hein, mais c'est pas évident. C'est clair. Du tout. Il y a des anniversaires à célébrer avant d'aller au deuxième flash de cette émission. Yapo Julien, il est résident à Blocos, un téléspectateur féru de notre émission, à qui nous souhaitons au passage un joyeux anniversaire. Et puis aussi, il y a des dates d'anniversaire de stars. Exactement. 1981, 10 avril, on a Michael Pitt, acteur de cinéma américain, à ne pas confondre avec Mr. Brad Pitt. Mr. Brad Pitt. Et puis aussi, il y a M. Guillaume Canet, acteur français, qu'on aime bien également. On aime cher époux de Marion Cotillard. Effectivement, Guillaume Canet, donc, qui célèbre un an de plus ce jour. Il est né, je rappelle, le 10 avril 1973. 46 ans donc, le Guillaume. Eh oui. 10 avril 1940. Jean-Loup Lafont, que je suis bien conservé. Ben oui. Jean-Loup Lafont, il est journaliste, voilà, il est né un 10 avril donc. Et puis le 10 avril 1932, Omar Sharif, vous avez certainement souvenance de ce visage, grand acteur de cinéma, Omar Sharif, acteur égyptien. Bien mis, hein. Eh oui, style anglais, tout ça, ça fait... British. C'est joli, hein, c'est joli.
Et malheureusement, ils nous ont quittés un 10 avril. Eh ouais, un 10 avril 2010, Lech Kaczynski, homme d'État polonais, il est né en 1949 et nous a quittés un 10 avril. À suivre donc dans Matin Bonheur, dans quelques instants, on aura au retour du flash, on aura bien sûr la discussion avec le coach Yoman. Il est expert en coaching éthique. Il va nous parler bien sûr de l'intelligence émotionnelle et de son impact en milieu professionnel. C'est tout un programme. Vous savez qu'avec coach Yoman, il y a toujours des choses à tirer. C'est quelqu'un qui a du charisme et qu'on apprécie beaucoup, qui est par ailleurs conseiller donc, dans tout ce qui est manifestation. Il a été coach donc, de certains artistes dans une célèbre émission de la RTI ici. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Ce sera dans quelques instants, juste après ce que nous allons voir maintenant. Alix, nous allons avoir maintenant la météo plus le flash. Bonjour à tous. Au lever de ce jour, on observera un ciel généralement nuageux et progressivement ensoleillé au sud et dans la bande centrale, avec des risques de pluie, notamment sur le littoral est. Au nord également, le temps sera progressivement ensoleillé durant la période. Les températures au lever de ce jour, notons 26 degrés pour deux villes, Abidjan et Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké et Daloa, 25 degrés pour Dimbokro, 24 degrés pour le Gor et le Poro, 23 degrés à Mans, 24 degrés à Odiéné, 25 pour San Pedro, 26 degrés à Sassandra, 25 degrés à Tabou et à Yamoussoukro. Aujourd'hui, en milieu d'après-midi, on observera des formations de nuages denses qui occasionneront des orages, des averses et parfois des rafales de vent sur le littoral et dans le sud forestier. Dans le nord du pays et dans la bande centrale, la fin d'après-midi connaîtra des orages isolés accompagnés d'averses par endroits. Les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké. La région du Gontougo affichera 35 degrés, 34 degrés pour Bouaké et Daloa, 35 à Dimbokro, 34 pour le Gor, 35 degrés à Korogo, 32 degrés pour la région du Tompi, 33 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et à Sassandra. La température la plus faible de 31 relevée à Tabou et 34 degrés pour Yamoussoukro. Et voilà, le résumé du temps est fait. À tous et à toutes, excellente journée. Bonjour et bienvenue dans la deuxième tranche d'information sur Matin Bonheur. En Algérie, Abdelkader Ben Salah, auparavant président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, a été nommé président par intérim mardi par les parlementaires, une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Le président par intérim algérien s'est engagé mardi à organiser un scrutin présidentiel transparent et régulier. Dans un discours à la Nation retransmis à la télévision nationale, les Algériens qui continuent de manifester en masse pour réclamer le départ des membres du système avaient clairement affiché leur refus de voir Abdelkader Ben Salah, 77 ans et pur produit du régime algérien, assurer l'intérim. L'ONU a annoncé mardi le report s'inédié d'une conférence inter-libyenne, une conférence qui devait aider le pays à sortir du chaos en raison des combats faisant rage près de Tripoli entre camps rivaux. Depuis jeudi dernier, malgré les appels à la retenue de la communauté internationale, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et son autoproclamée armée nationale libyenne ANL mènent une violente
offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du GNA, arrêté dimanche soir, au moins 35 personnes ont été tuées depuis jeudi dernier. Les forces pro-Haftar font état de 14 de leurs combattants tués. En Turquie, le parti du président Recep Tayyip Erdogan a indiqué mardi qu'il allait demander un nouveau vote à Istanbul où une série de recours n'ont pas suffi à inverser les résultats provisoires qui donnent la victoire à l'opposition. La demande d'un nouveau vote à Istanbul survient au lendemain de déclarations du président Erdogan qui a affirmé que le scrutin avait été entaché d'irrégularités massives et commises de manière organisée. Selon les résultats provisoires des élections municipales du 31 mars dernier, Recep Tayyip Erdogan a remporté les élections à l'échelle nationale, mais il a essuyé un revers à Istanbul et Ankara, remporté par l'opposition alors que les deux villes étaient contrôlées par l'AKP et ses prédécesseurs islamistes depuis 25 ans. Et on termine avec cette information. La police soudanaise a donné l'ordre à ses agents de ne pas intervenir contre les milliers de manifestants réunis depuis vendredi devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale. Les manifestants réunis depuis vendredi devant le quartier général de l'armée exigent la démission du président Omar El-Béchir qui dirige le pays depuis 30 ans. Des coups de feu ont été entendus à l'extérieur du quartier général de l'armée et des soldats protégeant les manifestants auraient tiré sur les agents de la sécurité publique. Et c'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 7 h. Merci beaucoup à vous, très cher Mr. Thursday. Mr. Wednesday. Merci d'être avec nous ce matin. On est la suite à l'Ixen. Nous allons recevoir maintenant monsieur Yoman, le coach Yoman, notre compagnie. On le reçoit depuis maintenant un mois et demi. On va dire. Ouais. Oui, exactement un mois et demi. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de nous abreuver chaque fois à sa source et à son intelligence. Aujourd'hui, c'est son intelligence émotionnelle qu'il va nous faire partager, et surtout en milieu professionnel. Celui, quand il commence, il ne s'arrête pas. Donc, on va poser la question. Il faut qu'il sache que nous sommes en télé, qu'il faut laisser la respiration, qu'on pose des questions. Voilà, exactement. C'est un coup magistral, c'est un partage. Exactement. Voilà, ça, soit dit en passant. On peut faire dire ça en même temps dès maintenant. Comme ça, c'est bon. Coach, ça marche. Bonjour. Intelligence émotionnelle en milieu professionnel. Les mots-clés, intelligence, émotion, professionnelle. Exactement. Alors bonjour et bienvenue. C'est toujours, toujours un bonheur. Oui, peut-être par déformation professionnelle. On est dans la dynamique explicative parfois. Alors il faut comprendre déjà par intelligence émotionnelle la capacité qu'une personne peut avoir non seulement à identifier ses émotions, les connaître, les maîtriser et connaître aussi les émotions des autres. C'est exactement cela, l'intelligence émotionnelle. La prise de conscience des émotions que nous avons et on va se rendre compte qu'elles sont manifestées en 4 compétences essentielles, comme on peut le voir sur l'illustration. On a identifié donc les émotions chez soi et chez les autres parce qu'il ne faut pas simplement faire attention à nos émotions à nous, mais comment elles interagissent avec d'autres personnes, les assimiler. Donc, comprendre pourquoi, par exemple, je suis en colère, ça aide justement dans l'intelligence émotionnelle. Et un autre aspect, c'est comprendre son émotion, comprendre pourquoi exactement c'est de la joie qui se manifeste au lieu de la tristesse, par exemple, parce que chaque émotion est là pour nous apporter un complément d'information et nous pousser à poser une action dans le temps. Et puis, enfin, réguler, donc ça nous permet justement de pouvoir choisir, à un certain stade de l'intelligence émotionnelle, nous pouvons choisir quelle émotion utiliser dans une situation précise. C'est la raison pour laquelle on parle d'intelligence émotionnelle en entreprise. Justement, l'intelligence émotionnelle en entreprise n'est pas la même intelligence émotionnelle en famille, à l'école, ailleurs. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'intelligence émotionnelle en entreprise? Dans un milieu où, quand on arrive, on est nouveau dans un travail, tout ça, on n'est pas là depuis la naissance, il y a des codes, il y a des non-dits, il y a des us et coutumes. Exactement. Est-ce que ce n'est pas la même chose que la même intelligence émotionnelle qu'on utilise à la maison ou ailleurs? Je dirais c'est la même, mais que nous allons justement, c'est un peu comme si nous étions abreuvés à la source de cette émotion-là, et intelligence émotionnelle. Et en entreprise, il y a juste maintenant qu'à déployer ce qu'on a appris. Le contexte en entreprise, il est particulier. Absolument. Tout comme le contexte à la maison, il y a différentes intelligences, il y a différentes compétences, il y a différentes humeurs aussi, il y a différents caractères. Et en face de toutes ces
ses humeurs et ses caractères, comment je trouve ma place émotionnellement parlant dans ce contexte-là. C'est à ce moment-là, justement, que vous réalisez que la personne en face de vous peut être intellectuellement bien intégrée dans l'entreprise. D'ailleurs, on va se rendre compte que depuis le dernier forum économique a montré qu'aujourd'hui, les compétences qu'on appelle les hard skills ne sont plus celles qui sont mises en avant dans la sélection des personnes à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, et que parmi les 10 compétences que les RH recherchent aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est en top 3. Derrière, mais vraiment loin, loin, loin devant plutôt, tout ce qui peut être compétences, diplômes, compétences techniques, etc. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, pour répondre à la question de Marco, quand une personne arrive et qu'elle est nouvelle, le premier sentiment, c'est la peur. La peur. On est perdu. Exactement, on est perdu, on cherche ses marques, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un qui aura fait un coaching ou qui aura écouté Matin Bonheur aujourd'hui comprendra que la peur n'est pas une mauvaise émotion. Oui. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps, la peur, elle est juste là pour vous dire, écoutez monsieur, faites attention, vous êtes en face d'un nouveau challenge. Vous êtes en face d'une situation à laquelle vous n'êtes pas habitué et qui requiert de vous de la concentration, de la discipline pour que vous puissiez réussir. Donc quand quelqu'un comprend ça, il comprend que la peur ne doit pas être un facteur bloquant, mais plutôt un facteur qui l'amène à challenger davantage. Donc, il n'est pas limité par ses défis, il défie tout simplement ses limites. Alors, comment mettre en adéquation son intelligence émotionnelle avec le travail préalable qui a été bien fait et le milieu professionnel dans lequel on évolue? Eh bien, il n'y a qu'à avoir 2 personnes dans une même pièce et à voir justement comment elles se comportent toutes les deux par rapport au non-verbal pour réaliser l'impact qu'une émotion peut avoir sur une autre personne. Prenons un exemple tout simple ce matin. Prenons l'exemple de Marco et d'Alix qui ont pour mission de tenir les téléspectateurs en haleine depuis 6 heures jusqu'à 7h30 à peu près. Alors, imaginez un instant que Marco arrive en colère. Il arrive, mais vraiment, il est, comme on dit, d'une humeur mais vraiment désagréable. Merci pour moi. Est-ce que c'est possible? Ce qui arrive rarement. Ce qui arrive rarement, mais imaginons un seul instant que l'émission se tienne dans ce contexte-là. L'atmosphère sera très malgré tous les efforts que vous faites pour essayer de le détendre et tout, il a des réponses sèches, il a des réponses, mais vraiment, comme on dit, coupantes. Il est bien détendu là. Donc, effectivement, son intelligence émotionnelle ici, c'est sa capacité, en fait, à ne pas laisser transparaître une émotion qui ne sert pas son travail, qui n'aide pas son travail, en fait, à s'effectuer. Il sera intelligent émotionnellement lorsqu'il aura la capacité, l'aptitude, l'habileté à dissocier une émotion qui peut-être était due à l'environnement familial, était peut-être due à une mauvaise nouvelle, etc. et à trouver le bon schéma émotionnel, le bon, comme on parle de fréquence en émotion, la bonne fréquence émotionnelle qui lui permet d'être là en situation, ce qu'on appelle être en présence. Il est en présence, il vit l'instant présent, donc et il est dans ce carpe diem pendant 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure de temps, sans que, justement, ça n'interfère avec ses capacités. Coach, j'ai un exemple que je vais vous donner. Oui. Je suis désolé par rapport aux téléspectateurs, parce que c'est un peu subjectif, mais il vous arrive d'animer, de présenter une émission, de faire un travail. Quand vous êtes en deuil, par exemple, je vais dire, vous avez appris le décès d'un membre de votre famille, la veille, et le lendemain, vous êtes à l'antenne. C'est ça l'intelligence émotionnelle? Oui, c'est ça. Et arriver à sourire quand même. Exactement. C'est ça l'intelligence émotionnelle, mais ici, l'intelligence émotionnelle va se dissocier de l'hypocrisie, par exemple. Ou va se dissocier du fait d'être un super-héros. Non, vous n'êtes pas un super-héros. Vous allez vous servir, en fait, d'une émotion comme un deuil, c'est la tristesse. Mais derrière, vous vous dites, je suis ici, en fait, pour honorer la mémoire, par exemple, de ce défunt. Ça peut être un père, ça peut être une mère, etc. Je veux faire ça, justement, pour montrer que cette personne n'a pas eu tort de me scolariser, n'a pas eu tort de me porter jusqu'à ce niveau-là. Ici, j'utilise une situation qui est, en ma défaveur et je vais l'exploiter en ma faveur. Donc, dans l'intelligence émotionnelle, toute situation qui arrive doit pouvoir me servir. N'oubliez pas ce principe essentiel de l'intelligence émotionnelle, c'est que quand je décide, par exemple, d'être en mode joie, est-ce que ça m'aide vraiment? Parce que parfois, on pense que la joie est une bonne émotion. Elle peut nous desservir. Parce que si on est joyeux, détendu, donc trop serein, dans une prise de parole en public, ça peut vous poser des problèmes. Parce que vous n'aurez pas vraiment pris le pouls, comme on dit, de la situation. Donc, vous arrivez un peu en surconfiance là.
Malheureusement, parfois, vous n'avez pas ce réflexe-là de faire attention à des détails intéressants ou des détails importants, et puis vous flanchez. C'est un peu comme l'image que nous avons encore donc, dans l'illustration, c'est-à-dire qu'il faut réussir, voilà, à un moment donné, entre le cœur et les neurones. Et ça, c'est très, très important. C'est un jeu d'équilibrisme constant. C'est un jeu d'équilibrisme constant. Et vous voyez que personne n'est au milieu. On est à deux extrémités parce que c'est deux fonctionnements différents. Depuis longtemps, on a fini par identifier une personne par rapport à son QI, c'est-à-dire à son coefficient intellectuel. Donc, sa capacité à résoudre des problèmes en utilisant un process intelligent qui lui permet de partir d'un point A à un point B. On parle d'intelligence déductive ou d'intelligence mathématico-déductive, mais on est arrivé à un point, il n'y a pas très longtemps, que des chercheurs de l'université, par exemple, de Yale aux États-Unis, du New Hampshire, vont réfléchir et vont se dire, mais attention, il y a un autre process par lequel certains étudiants qui n'ont pas réussi le test de QI, réussissent à résoudre des problèmes, mais qui étonnent le monde entier. Alors, ils vont revenir, mais vraiment des centaines d'années en arrière, et vont s'intéresser, par exemple, à l'intelligence d'Einstein, qui a été à la classe de CE1 jusqu'au CM1 refoulé par son institutrice en disant clairement dans ses notes d'école, cet enfant n'est pas intelligent, il ne pourra pas terminer le cursus scolaire. Mais on va se rendre compte qu'Einstein, plus tard, va révolutionner le monde par la forme d'intelligence qu'il avait, qui n'était pas forcément une intelligence rationnelle. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, notamment au milieu scolaire, la dyslexie. Voilà, par rapport aux enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Exactement. Il faut que ceux-là, on leur apprenne à pouvoir utiliser l'intelligence émotionnelle au bon moment. Il est important, c'est même impérieux qu'un enseignant, un pédagogue prenne conscience qu'il n'existe pas qu'une seule forme d'intelligence. Malheureusement, pendant longtemps, on a mis plusieurs enfants dans un même cadre et on a voulu leur donner une certaine connaissance qui soit entre guillemets homologuée. Alors que, par exemple, on a des enfants qui sont visuels, là on est vraiment en plein PNL, on a des enfants qui sont auditifs, il y a des enfants qui sont les deux, il y en a qui sont kinesthésiques. Tout le monde n'a pas la même forme d'intelligence. Exactement. Et il y a un cas qui est très important dans ce que vous avez dit. En milieu professionnel, Basile Boli, qui racontait un jour sa vie, il est venu dans un club et on lui a dit non, qu'il serait bien qu'il parte nager. Il n'est pas bon pour le football. Ça a fouetté son orgueil. Jacques Brel, grand artiste qu'on a connu et qui reste dans l'inventaire de l'humanité, a passé un concours de chant. Il était 17e, il voulait abandonner. Il y a eu cette force-là qui lui a dit à un moment, il faut y aller. Résister, il faut y aller. Exactement. À la vérité, moi, je pense que c'est la vraie intelligence, ça. Exactement, la vraie intelligence émotionnelle, en fait, qui ne suivra pas forcément les sentiers battus. Ça n'a rien à voir avec les diplômes où il faut faire A plus 1 plus 1 égale à 2. Non, ça, c'est une autre forme d'intelligence. Exactement. Mais qui vraiment va jouer sur ce qu'on appelle la force intuitive. Vous savez, l'intuition, aujourd'hui, c'est une forme d'intelligence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire pourquoi lorsque vous rencontrez une personne et que lors d'une poignée, simplement d'une poignée de main, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un de bien. Vous sentez que ce n'est pas quelqu'un de correct. Vous sentez que ce n'est pas quelqu'un qui va vous faciliter la tâche. Mais pourtant, rien dans son attitude, rien dans sa façon de faire, rien dans le CV qui vous présente ne vous dit qu'il sera un mauvais employé, par exemple. Justement, coach, face à ce genre de personnes, il y a des personnes qui voient le mal partout. Il y a des personnes qui ont un souci qui vraiment particulier d'intelligence. Non, face à ce genre de personnes, on fait quoi? On garde son sang-froid. Comment l'intelligence émotionnelle doit réagir? Voilà. Alors déjà, quand vous êtes en face de ce genre de personnes, vous devez savoir que chaque personne a son histoire. Et histoire, ça vient de historica. Historica vient simplement de l'enquête personnelle. Ça veut dire que derrière chaque personne, il y a une enquête personnelle, il y a des retentissements. Et ces retentissements ont en fait lieu dans l'environnement familial. Donc, s'il est suspicieux de cette façon-là, ça peut avoir été des choses qu'il a chopées dans son environnement familial. Il est peut-être issu d'un milieu familial dans lequel on voit le diable partout. Donc, il grandit dans une atmosphère. On compare toujours. Moi, j'en ai... Voilà, exactement. Il y a toujours la comparaison, après, deuxième niveau où on peut, choper ce genre d'attitude, c'est le milieu qui nous entoure. Vous savez que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous influencent le plus. Donc, les 5 personnes qui nous influencent le plus déterminent qui nous sommes. Alors, si vous êtes entouré de personnes, en général, dans votre quotidien,
qui ne voit que le mal partout. Vous êtes amené par l'effet de ressemblance à justement fonctionner comme ces personnes-là. Maintenant, en face d'une telle personne, quand vous êtes intelligent émotionnellement, vous avez déjà compris ce que je viens de vous expliquer. Vous avez déjà compris qu'en fait, c'est sa façon à elle de fonctionner et que vous n'êtes pas obligé de vous laisser emporter par cela. Donc, vous entrez en fait, l'intelligent émotionnel devient un peu à un moment donné comme un acteur qui peut camper n'importe lequel des rôles qui lui est donné, au point que vous le regardiez un peu comme le Chaka, le petit garçon qui a campé le rôle dans les microbes. À un moment donné, on ne fait plus la différence entre le personnage et la personne elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est capable d'utiliser des émotions de pleurs, par exemple, et vous croyez que la personne est vraiment en train de pleurer. Ou elle utilise une émotion comme, par exemple, l'indifférence. En fait, ici, dans ce schéma-là, il faut être indifférent émotionnellement. Ça veut dire quoi? Indifférent émotionnellement veut dire que, oui, il a crié, son but est de m'énerver, mais je ne suis pas obligé de le suivre, comme on dit, de le rejoindre dans la poubelle. C'est un exercice fastidieux. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce stade-là, à faire en sorte que, parce que dans un jargon, par exemple, populaire, on dit qu'il faut 2 personnes pour qu'il y ait des histoires. C'est-à-dire que si je vous provoque, par exemple, et que vous ne réagissez pas, au bout d'un certain moment, moi, je serai le honteux dans l'histoire. Je vais faire peut-être beaucoup de bruit, mais tant que vous ne réagirez pas, vous allez, moi, m'amener à réaliser ma bêtise. Voilà. Donc, très souvent, dans ce genre de situation, il faut éviter la réaction. Voilà, c'est là où on tombe vraiment dans l'erreur en entreprise, etc. On sait bien qu'on est ici. Notre but, c'est de produire du résultat et puis d'avoir peut-être une carrière. C'est peut-être d'avoir une élévation. C'est peut-être d'avoir une sorte de promotion. Gâcher sa bénédiction. Voilà. Et si vous laissez des personnes vous éloigner de vos objectifs juste parce que vous êtes dans un environnement professionnel, on ne vous demande pas d'être amoureux. On ne vous demande pas d'aimer les gens. On vous demande d'être en bonne intelligence. D'être professionnel. Et être professionnel veut dire tout simplement que vous trouvez toujours la bonne fréquence qui vous permet d'avoir des feedbacks dont vous avez besoin. Vous êtes, comme on dit, un bon acteur avec tout le monde. Un bon acteur. Exactement. Et la frontière avec l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, comme le mot l'explique, hypocrisie, ça veut dire que vous êtes en deçà de ce que vous êtes réellement. Or, dans l'intelligence émotionnelle, vous êtes au-delà de ce que vous êtes réellement. Donc, je comprends maintenant pourquoi chaque fois quand on était gamin à la maison, que nos parents reviennent du travail, il y a un souffle, il y a un souffle, il y a le... C'est-à-dire, on a l'impression que... Il y a une pression qui est retombée. Exactement. C'est en grandissant qu'on remarque, mais mon Dieu, ils ont dû souffrir. Effectivement, parce que les émotions, en fait, sont des énergies. Et ces énergies-là, quand on les met en rayon infrarouge, on peut se rendre compte que, par exemple, une émotion comme la joie influence particulièrement la cage thoracique. Une émotion comme la tristesse va influencer un peu l'abdomen. Une émotion, par exemple, comme l'inquiétude, etc., va agir sur le dos. Donc, vous allez vous rendre compte que... Une émotion comme l'amour, ça agit. Ça agit sur presque 93% de notre corps. Ça fait du bien, l'amour. D'accord. Et la haine, ça a la même proportion également, 93%. Coach, on dit que quand on est très énervé, notre salive sécrète du poison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça sécrète du poison? Pas vraiment du poison. Alors, on entend ça souvent dans les conversations. Mais en fait, c'est toxique pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, lorsque vous mettez en colère, ça va agir sur des organes internes comme la bile, par exemple. Ça va agir sur le foie, sur l'estomac. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes en colère, vous n'avez plus faim. C'est un coupe-faim, la colère. Quand vous êtes en colère, vous n'avez plus envie de manger. Et le réflexe naturel, quand vous êtes en couple, par exemple, et que vous n'êtes pas content de votre épouse, vous repoussez sa nourriture. Parce qu'en fait, cette émotion-là agit sur votre estomac. Et à la longue, si vous n'y prenez garde, une émotion qui est stockée quelque part devient une motion. Donc, emotion. Donc, motion, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui remue. C'est pour cela que, d'ailleurs, quand vous êtes trop triste, attention, ça va finir par endommager un organe interne. Quand vous êtes trop coléreux, par exemple, vous êtes le genre de personne qui ne laisse pas passer sa colère. Après, ça va agir ulcère d'estomac. La plupart des personnes souffrant d'ulcère d'estomac, je parle sous le contrôle vraiment de toute la corporation médicale et psychologique, vous trouverez que parmi elles, il y a beaucoup de personnes qui ont un problème avec le pardon, un problème avec l'inquiétude, les douleurs, le stress, les douleurs dans le dos qu'on ressent parfois, on a du mal avec le dos, etc. Eh bien, c'est parce qu'on porte toute la charge du monde sur nos dos. On pense qu'on est les seuls à subir les circonstances de la vie. Et vous vous rendez compte qu'en fin parfois de vie professionnelle, quand on arrive à la période
période de la retraite, beaucoup de personnes se retrouvent avec des AVC, avec des déformations, etc. Mais c'est dû justement à toutes ces émotions qui n'ont pas su être gérées intelligemment. Marco l'a dit tout à l'heure, on a des parents qui arrivent à la maison et qui expirent. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre d'arriver à la maison. Ça se fait quand vous quittez le paillasson déjà des bureaux. Donc les after-work. Et oui, les after-work, ça ne justifiera pas. Ça ne justifiera pas. Mais enfin, ce plateau, c'est officiel. C'est bon pour la santé, les after-work. Mesdames, laissez-nous rentrer un peu tard. Psychologiquement, c'est officiel. Attendez, je retiens l'heure, il est 6h50. Tout le monde travaille, donc c'est des after-work. L'after-work, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Genre. Oui, c'est bon jusqu'à ce que ça ne déstabilise pas l'équilibre familial, ça ne déstabilise pas d'autres choses. Non, madame comprend. Madame, on fait confiance à l'intelligence de madame. L'intelligence de madame qui veut le bien-être de son homme. Elle veut le bien-être de son homme. Oui, mais ce bien-être... Parfois, l'homme aussi la laisse sortir. Parfois, l'homme aussi la laisse sortir avec ses copines. C'est l'intelligence émotionnelle. Parfois et tout le temps. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Dans la balance, on ne va jamais avoir le cœur et les neurones. Répéter ça. L'afterwork, c'est bon. Allez-y. C'est bon lorsque. C'est bon. C'est tout ce que j'avais retenu. C'est bon lorsque c'est utilisé à bon escient, mais parfois, malheureusement, ça devient une plateforme où tout y passe, quoi. Mais justement, vous savez, l'esprit afterwork, c'est en fait la capacité à se déconnecter d'un environnement. Quoi. Le vrai afterwork, voilà, c'est ça. C'est se déconnecter. C'est une sorte de déconnexion. C'est un peu comme si, quand vous sortez en général de la piscine, quand vous faites un peu de natation, vous sortez de la piscine, vous faites une petite transition sous la douche avant d'aller ailleurs. Voilà. Ou quand vous sortez d'un endroit humide, vous nettoyez les pieds sous le paillasson avant d'accéder à une autre pièce. C'est ça l'esprit. Une zone tampon. Mais ça peut se créer en famille, par exemple. Ça va dépendre de comment monsieur arrive et quel est le type d'accueil qui lui est réservé à arriver chez lui. Quel est le type d'accueil? C'est très important. Ça joue un rôle très important. Et l'intelligence émotionnelle, justement, a été développée sur la base des systèmes d'accueil que vous trouvez dans les entreprises. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez remarquer qu'il y a des coins cafés dans les entreprises, des coins repos, etc. C'est fait à bon escient parce que l'objectif ici, c'est de casser l'atmosphère de stress, etc. et de permettre aux collègues de se retrouver autre part qu'autour du boulot, qu'autour des réflexions professionnelles. Et ça permet justement une sorte de reboosting. Quand on se retrouve justement dans ces environnements, on peut parler de toute autre chose que du boulot. Et ça, en général, exactement, c'est un peu comme on appelle la psychologie du poisson, qui ressort un peu de son environnement naturel, prend un peu d'oxygène et retourne encore dans le même environnement. Des fois, c'est risque et péril. Oui, des fois, c'est risque et péril, on dira. Donc voilà, en gros, ce que l'intelligence émotionnelle va nous apporter. Nous sommes dans un environnement professionnel de plus en plus challengé, dans lequel on a, comme on dit, c'est comme un gros panier à crabes. On trouve de toutes sortes de personnes. On trouve des personnes qui ont des intentions malveillantes, qui, pour des raisons qu'on ignore, d'accord, sont prêtes à tout. Mais en fait, c'est l'esprit de la concurrence, c'est l'esprit de vouloir briller personnellement. Et on ne se rend pas compte que même les étoiles qui sont dans le ciel sont des myriades et des myriades, mais chaque étoile brille de son éclat. Et c'est souvent à côté d'une étoile qui brille déjà que vous trouvez votre éclat particulier. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi ça. Savoir mettre la lumière sur les autres, savoir reconnaître le talent des autres, savoir faire en sorte que les autres puissent briller. Et quand on brille ensemble, eh bien, ça donne quelque chose de particulier. Merci beaucoup, coach. Alors, rapidement, en 5 points, vous êtes en 5 points. Hormis le fait que le afterwork, c'est légalisé maintenant, en 5 points, rapidement, l'intelligence émotionnelle pour terminer en 5 points. Alors, en 5 points, premier point sur l'intelligence émotionnelle, je reconnais mes émotions. Je sais mettre des mots sur les mots, donc M-O-T et M-A-U-X. Donc, je sais identifier mes émotions. Je sais reconnaître aussi les émotions des autres et je sais interagir avec. Ça veut dire que quand je veux une information de la part de Marco, je sais quelle émotion mettre en place pour que Marco soit suffisamment détendu et qu'il me donne ce dont j'ai besoin. C'est être intelligent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est être intelligent. Quatrième point essentiel, c'est la capacité que j'ai à ne pas absorber des émotions qui me détruisent. Donc, je reçois des émotions. Si elles ne sont pas bonnes, j'ai l'aptitude de les refouler
et de les remplacer tout de suite avec de bonnes émotions. Et en cela, la méthode Coué est parfaite. La capacité à se répéter de bonnes paroles. Et oui, parce que les émotions sont provoquées aussi souvent par les paroles que nous entendons. Tu es une mauvaise collègue, tu es un mauvais travailleur. Ça vient parfois de la direction. Tu ne vas pas arriver quelque part. Tu ne vas pas arriver quelque part, tu n'es rien, tu ne seras rien. Donc les paroles limitantes et dégradantes peuvent influencer nos émotions. La seule façon de s'en libérer, c'est d'apprendre justement à répéter de très bonnes paroles le matin au réveil ou quand vous êtes devant votre miroir, d'apprendre à dire je ne suis pas ce que les autres disent que je suis, mais je suis le résultat de ce que je crois que je suis. Et puis n'attendez pas Andjemé, le prophète qui vient vous imposer les mains, qui vous dit que vous êtes béni. Dites-vous le matin, je suis béni, je suis une personne importante, je réussirai ma journée par exemple. Peu importe les challenges qui se présenteront en face de moi, j'aurai les ressources nécessaires en moi pour les dépasser ou pour me surpasser. Et puis si vous habituez à ça, au bout d'un certain moment, vous êtes gonflé à bloc et peu importe qui vous parle, il y a déjà une voix qui est déjà enregistrée en vous et qui vous dit complètement le contraire des choses que vous entendez. Voilà, en gros, ce que ça fait. Ça ne rend pas prétentieux parce que des gens aussi, malgré tout ça, on peut vous voir comme quelqu'un de prétentieux, trop sûr de lui. Ça, c'est ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit n'a forcément pas de lien avec ce qui est en vérité. Et puis, l'intelligence émotionnelle, si ils interagissent avec vous, ils verront que derrière, justement, cet écran Andjemé social que vous établissez, il peut y avoir du fondant derrière. En Afrique, quand vous êtes un peu sûr de vous, on dit que vous êtes gonflé. Ça, c'est très africain. Oui, c'est très quand africain. Quand vous êtes imposé cette discipline pour paraître Quand vous ne vous occupez pas de certaines choses, on dit que vous êtes gonflé. Mais en même temps, vous adaptez, c'est-à-dire sans trop tomber dans la bassesse non plus, parce que n'oubliez jamais cela, quand vous allez rejoindre les gens dans la bassesse, on ne vous considérera plus. Et si on ne vous considère plus, vous n'avez plus d'impact personnel. Et si vous n'avez plus d'impact personnel, vous n'êtes rien du tout. Il faut garder toujours le mythe. Il faut garder toujours le mythe. Il faut toujours créer le mystère autour de vous. Ça, c'est très important. Si vous voulez avoir et devenir une personne d'influence, c'est absolument important. Voilà. Merci infiniment, coach. On a rallongé un peu lundi motivation jusqu'à mercredi motivation. Non, Alix, il reste 2 minutes. Coach, donc, on peut. Donc si on revient, les after-work, c'est bien. Marco, les 2 minutes. C'est bien. Les 2 minutes d'after-work. C'est-à-dire c'est la psychologie du after-work. Pas tel qu'il est organisé. Parce que tel qu'il est organisé en ce moment, ça ressemble plus à la fuite de nos domiciles. Ça ressemble plus à la peur d'arriver chez soi. Non. Coach, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas la peur. En fait, on sort du boulot. C'est compliqué, c'est difficile. On ne veut pas aller déverser toute sa colère directement sur madame. Vous êtes en colère pourquoi? Il faut une petite transition. D'où les after-work. On a parlé de l'accueil et du départ. Mon ami Soya Lucien, mon ami, tu sais qu'on est là. Voilà. On va se La question, c'est pourquoi on se sent beaucoup plus à l'aise avec Soya Lucien qu'avec celle avec qui on a promis vivre pour toujours. Soya Lucien, c'est mon collègue. Je vais avec lui dans un after-work, on parle de tout. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qui empêche de le faire avec... Quand c'est comme ça, il me donne des conseils, on se donne des conseils. Quand on rentre à la maison, nos conjointes sont très heureuses. Donc, elles sont là juste... Pourquoi vous souriez? Je vois l'intelligence émotionnelle de Marco dans cette circonstance. Il y a trop de programmation à l'intérieur. Pourquoi vous doutez de moi? Il y a beaucoup de programmation. Que vos intelligences émotionnelles me fassent confiance quand même. Alix se méfie. Alix, vous avez confiance. Non, mais c'est exactement cela. Vous devez savoir que quand vous êtes intelligent émotionnellement, ce n'est pas un lieu qui détermine comment vous réussissez à vous refaire. C'est vous, en fonction de ce lieu-là, qui déterminez ce qui va se passer. Vous êtes maître de vos actes et actions. Exactement. Donc, votre after-work, eh bien, il peut se faire même sur la terrasse de la maison, pourquoi pas. Mais au moins, l'after-work, c'est officiel. Il est demi. Merci. Allez, maintenant, on va aller... Alix, merci infiniment, coach. Matin Bonheur se poursuit. Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie de l'information dans Matin Bonheur. En Israël, l'issue des élections législatives semble serrée entre le Likoud de Benjamin Netanyahou et l'alliance centriste bleu et blanc de Benny Gantz, mardi soir après la clôture des bureaux de vote. Mais le Premier ministre sortant paraît mieux placé pour former une coalition de gouvernement. Ces données publiées par les 3 grandes chaînes de télévision sont à prendre avec prudence, de tels sondages ayant été démentis par les résultats par le passé. Lors de précédentes législatives de 2015, par exemple, preuve que la compétition reste ouverte, les rivaux ont tous les deux revendiqué une victoire claire. Les 27 pays de l'Union européenne vont se pencher aujourd'hui et mercredi sur un deuxième report du Brexit. Donald Tusk, président du Conseil européen, a appelé les États membres à
accepté un délai allant jusqu'à 1 an maximum. Mardi, devant des membres de son parti, la chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle jugé possible un report du Brexit jusqu'à début 2020. Et puis, le rebondissement du Brexit déroute ou lasse les Européens, sauf à Brakten, dans un village des confins de la Bulgarie. L'interminable saga est suivie avec avidité par les habitants, dont le principal employeur se trouve à 2700 km dans le sud de l'Angleterre. La raison, elle est toute simple. Plus d'un tiers de 960 habitants de Brakten partent tous les ans récolter framboises, mûres, myrtilles, dans une vaste exploitation dont la production est distribuée dans les supermarchés du Royaume-Uni. Regardez. À des milliers de kilomètres de l'agitation de Londres, un petit village bulgare de 1000 personnes suit attentivement les rebondissements du Brexit. Chaque année, 350 personnes, soit presque toute la force de travail de Brakten, se rendent dans une ferme du Kent anglais pour y ramasser cerises, framboises et myrtilles. La nécessité nous pousse à y aller. Vous pouvez voir à quel point il est difficile de gagner sa vie ici. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Pour le moment, nous regardons simplement les nouvelles. Elles disent qu'il y aura du changement. Chaque année, la ferme d'Ogden accueille 1400 travailleurs saisonniers. Avec les négociations sur le Brexit qui s'éternisent et les possibilités d'un Brexit sans accord, les producteurs de fruits britanniques restent dans l'incertitude, surtout que le secteur manque déjà cruellement de main-d'œuvre. Lui-même ayant voté en faveur du Brexit pour que l'Angleterre retrouve sa souveraineté, le propriétaire de la ferme espérait plus de soutien de la part du gouvernement. Je crois qu'en ce moment, ils se mettent la tête dans le sable. On a l'impression, au ministère de l'Intérieur, que si on dit les mots immigration ou migration, ce sont des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots. Nous avons besoin de travailleurs migrants. Arrivé de Brakten comme saisonnier il y a 19 ans et jamais reparti, le directeur de la production de la ferme d'Ogden craint à contre-cœur de devoir bientôt trouver de nouvelles sources de main-d'œuvre étrangère. Il regrette que le travail des habitants de son village ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Bien sûr, nous n'allons pas le cacher, ce business est presque construit par des gens qui viennent de Bulgarie et de Roumanie et qui travaillent ici depuis 6, 7, 10 ans et je pense que ce sont de bons travailleurs, donc ce sera triste si nous les perdons. Mais nous ne pouvons rien faire, nous sommes impuissants. Déjà hors de l'espace Schengen, le Royaume-Uni a demandé une extension du Brexit à l'Union européenne jusqu'à fin juin, au pic de la cueillette des cerisiers. L'Union européenne devrait donner sa réponse ce mercredi lors d'un sommet décisif à Bruxelles qui, encore une fois, sera suivi de très près à Brakten et Ogden. Et avant de nous séparer, au Brésil, au moins 6 personnes ont été tuées à Rio de Janeiro mardi dans des inondations et glissements de terrain. Des inondations provoquées par des pluies torrentielles décrites comme totalement inhabituelles par le maire de la deuxième plus grande ville du Brésil où l'état d'urgence a été déclaré. D'après la mairie, plus de 34 cm de précipitations sont tombées dans certaines zones de la ville en 24 heures après s'être déclenchées lundi en fin de journée. Près de la totalité des écoles ont été fermées mardi et de nombreux salariés ont travaillé depuis leur domicile. Voilà qui referme cette page d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Merci Abdoulaye Koné. On se revoit demain? À demain. Demain? Non. Pas demain. Sûrement. On se revoit vendredi. Ah, c'est chaud hein, ce qui arrive au Brésil là. Ça veut dire que la force de la nature, c'est l'atmosphère générale. Quels que soient les moyens. Hein, oui. C'est la planète qui est touchée. Hein. Et tout ça, demain on va en parler. C'est le changement climatique sûrement qu'il y a quelque chose à y avoir. Absolument. Parlons donc de notre thématique, juste avec le docteur Laura dans quelques instants, qu'on aura à recevoir avec plaisir. On parle de quand l'éducation ménagère cache le phénomène du travail des enfants. C'est vrai que le personnel de maison, c'est le relais qui nous aide pour toute l'organisation que l'on met en place pour assurer le bien-être de la famille.
Mais les critères de sélection de ce personnel-là doivent se faire avec beaucoup de responsabilités. Absolument, et surtout en tenant compte des droits de l'homme. Oui. C'est l'essence même. Et puis aussi avoir vraiment beaucoup de munitions. Il ne faut pas passer l'expression esclavagiser la fonction. Il faut montrer de la dignité, donner de la dignité, de l'humanisme. Trop souvent en Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, et même dans des pays notamment du Golfe, il y a certaines maltraitances qui sont tellement criantes que ça fait peur. D'où le choix de ce thème aujourd'hui avec notre coach qui est en train de s'échauffer avec déjà 27 photos sur les réseaux sociaux. Quand elle va venir, il aura 55 et après 70. C'est le coach Laura. On la retrouve juste après ceci. Lessive, vaisselle, ménage et souvent aide à la préparation de certains repas en cuisine. Les enfants sont très souvent sollicités pour ces tâches ménagères au sein des foyers. Moyen de socialisation, ces tâches ménagères effectuées par les enfants dans leur propre foyer, dans des conditions raisonnables et sous la surveillance de proches, sont une partie intégrante de la vie de famille et du développement personnel. Une jeune fille qui n'apprend pas à s'asseoir auprès de sa mère, comment, à quel moment il faut mettre les aubergines dans une sauce, il faut mettre le poisson dans une sauce. Mais si elle n'a pas appris dès le bas âge, à quel moment elle va apprendre? Ce n'est pas quand elle aura 25 ans qu'elle va apprendre. Et ceux qui apprennent à 25 ans, généralement, le font très mal. L'enfant peut balayer, l'enfant peut nettoyer peut-être la table, l'enfant peut apporter les assiettes sur la table. Jusqu'à de 5 à 10 ans, c'est ce que l'enfant peut faire, hein? Pas plus. On ne peut pas lui confier toutes les tâches de la maison en tout cas. Les tâches ménagères effectuées par des enfants dans leur propre foyer sont souvent semblables à celles effectuées par les enfants impliqués dans le travail domestique. Dans le premier cas, la rémunération n'existe pas dans la relation de travail, mais la délimitation n'est pas toujours aisée à établir. Toutefois, si ces charges de travail sont excessives et privent l'enfant d'une éducation scolaire et compromettent sa santé, elles pourraient être qualifiées de travail des enfants. En effet, des journées de travail éprouvantes, l'usage de produits chimiques toxiques, le transport de lourdes charges, le maniement d'ustensiles dangereux comme des couteaux, des hachoirs, des casseroles brûlantes, etc. constituent des dangers qui doivent être appréciés dans un contexte de privation des droits fondamentaux de l'enfant, notamment l'accès à l'éducation, aux soins de santé, au repos et aux loisirs. Les tâches les plus dures comme aller chercher à vendre, bien mettre bagage sur la tête de l'enfant, aller vendre au marché. Non, ça c'est pas d'éducation qu'on doit occuper un enfant. L'enfant ne doit pas participer pour les tâches ménagères. Parce qu'un enfant doit aller à l'école. Un enfant, son rôle c'est l'école. Aujourd'hui, il y a manque de moyens. Ça fait qu'il y a certains parents qui laissent les enfants faire ce que les enfants ne doivent pas faire. Exemple, ils sont à la maison, ils se disent quoi? C'est ma fille, elle a 12 ans, elle peut aller chercher 500 pour m'envoyer pour que je mange. Donc il y a certains parents qui se disent quoi? Eux, quant à eux, l'école, c'est perdre temps de l'enfant. Donc en même temps, l'enfant n'a qu'à aller chercher l'argent à Gamé, m'envoyer 500 matin pour que je puisse manger. Le travail des enfants dans le travail domestique est un phénomène caché qui demeure difficile à combattre en raison de ses liens avec des modèles culturels et sociaux. Alors coach, quels sont les critères qui doivent nous guider lorsque nous devons choisir les personnes qui composent notre, enfin on va dire, personnel de maison? Quels sont les critères? Les critères humains pour le personnel de maison, il faut déjà que ces personnes soient majeures. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, il faut que ces personnes-là soient aptes. L'aptitude peut être définie par son état de santé physique et mentale et sa corpulence. Une personne de 17 ans, de 18 ans, qui a une petite corpulence, qui est maladive, ne pourra pas faire certaines tâches ménagères, par exemple. Donc ce n'est pas de la discrimination, mais il faudrait, avant de confier des tâches ménagères à une personne, ne pas la mettre en danger, de façon à préserver sa santé et son développement psychique et physique. D'accord. Alors, coach, on parle du cas de l'éducation ménagère. Cela sous-tend avec nos enfants, avec toutes les personnes susceptibles d'être un peu plus jeunes à la maison. Le cadre, on va le situer. L'éducation ménagère, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, à l'intérieur de l'éducation ménagère, il y a déjà le cadre familial. Donc, c'est dans le cadre familial qu'on va donner des tâches
aux personnes qui constituent la famille. Et ce qui se passe, c'est que sous d'autres cieux, l'apprentissage aux tâches ménagères est fait grâce aux dinettes, aux jeux, aux jouets. Mais en Afrique, l'apprentissage des tâches ménagères se fait en situation réelle. Donc c'est comme si les enfants faisaient un stage pratique. Vous allez voir dans un village une petite fille de 5 ans qui a un bébé de 8 mois ou d'1 an au dos. Et parfois même la tête du bébé dépasse la tête de celui qui le porte. Donc déjà, en termes de ratio, ils ont pratiquement le même poids. Et cela pourrait mettre en danger le développement physique de l'enfant qui porte son petit frère. Et on voit souvent les enfants qui peinent à porter leur petit frère, mais c'est leur façon d'aider et de contribuer aux tâches ménagères parce que pendant qu'elle porte son petit frère, sa mère est occupée à autre chose. Pareil pour la cuisine. Lorsqu'on fait les tâches ménagères en milieu rural, ce sont les petites filles qui vont allumer le feu. Elles vont chercher des brindilles, allumer le feu. Et je me souviens quelques années en arrière, dans la commune d'Abobo, il y a eu un accident grave parce que la petite fille de 7-8 ans était en train d'allumer du feu pour réchauffer le petit déjeuner et ses parents étaient partis. Donc il y a eu un grave incendie avec mort d'homme. Donc ça met en danger les enfants qui sont confrontés à ces tâches-là qui les dépassent. Parce qu'un enfant, il n'a pas les capacités d'évaluer le danger, ni de faire face lorsqu'il y a, par exemple, un départ d'incendie. Donc, il ne faut pas que les tâches qui sont confiées aux enfants dans la sphère ménagère les mettent en danger. Il y a enfant par l'âge et puis enfant aussi dans l'esprit, dans la tête. Oui. Est-ce qu'on peut confier, par exemple, un couple qui a deux enfants, oui. Qui a besoin d'une nounou oui. et d'une personne pour la cuisine, tout ça. Est-ce que c'est de bonne loi de prendre deux personnes différentes ou bien de prendre une personne qui va tout faire? Mais écoutez, déjà, si les enfants sont en bas âge, ils ont besoin de présence et de suivi. Et en plus, on est sous nos cieux, nous savons que le plus grand nombre de personnels de maison ne sont pas formés, ne sont pas qualifiés. Donc, ce sont des personnes qui sont en général monotâches. En milieu rural, elles peuvent effectuer plusieurs tâches en même temps. Mais en milieu urbain, c'est un cadre différent. Donc, elles sont dépaysées et elles ne peuvent pas accomplir plusieurs tâches en même temps et en toute sécurité. Ce qui donne quoi? Une fille à qui on confie un bébé d'1 an ou de 2 ans, qui doit en plus faire la cuisine, elle aura tendance, plutôt que de laisser l'enfant dans son parc, s'il en a un, de le mettre au dos pour éviter les allées et venues entre le salon et la cuisine. Donc, pour sa propre quiétude, elle va adopter des stratégies qui ne sont pas forcément des stratégies sécurisées, ni pour elle, ni pour l'enfant, parce que si le pied de l'enfant dépasse et que le manche du poêle est en dehors de la cuisinière, comme c'est très souvent le cas, et pas que chez les nounous, il y a des maîtresses de maison qui ne pensent pas à ranger le poêle le manche du poêle à l'intérieur de la gazinière. Donc, en passant, ça peut renverser l'huile chaude sur le bébé et sur la nounou elle-même. Malheureusement, on a déjà entendu parler de cas d'accidents voilà, comme ça. Voilà, des accidents domestiques. Il y a beaucoup d'accidents domestiques qui sont dus... Cette dame qui a du cure-dent, cette dame, la fille de maison qui a un cure-dent dans la bouche et qui prend le bébé et sans faire attention. Mais qui va lui crever l'œil. Voilà, déjà, c'est pas propre d'avoir un cure-dent à la bouche. Constamment, parce que c'est le lavage de dents. Et quand on mâche le bâtonnet du cure-dent, la salive entre dans le bâtonnet, donc on manipule sa salive, après on va manipuler la nourriture. Donc mieux vaut conseiller à cette personne de se laver les dents avec une brosse à dents et puis le moment de la toilette passé, vaquer à ses occupations. Ça, c'est sur le plan de la santé. Mais sur le plan de la sécurité aussi, c'est un objet dangereux, tout comme il ne faut pas donner de sucette à des enfants qui jouent dans une cour de récréation parce qu'il bouge beaucoup et la sucette pourrait soit piquer un enfant, soit entrer dans le palais de celui qui a le bonbon en bouche. Faire attention aux bonbons avec les bâtonnets. Oui. Coach, la corrélation avec le phénomène du travail des enfants, comment on l'établit ici? Eh bien, vous savez, le travail des enfants est partagé en 3 sphères. Donc, il y a 71% du travail des enfants qui se fait en milieu agricole. Il y a 17% qui se fait dans le milieu des services, dans les familles, et il y a 12% en industrie. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les 17% dans le cadre familial. Et ces tâches-là, on les connaît, ce sont des tâches de cuisson de nourriture, de port de charges lourdes pour les enfants et de travaux qui vont, par exemple, le nettoyage, casser du bois, passer la serpillière, cuire des aliments, tout ça qui peuvent mettre nos enfants en danger. Dans la sphère domestique,
le travail des petites filles est beaucoup plus intense que celui des garçons. Les garçons, en général, ils vont travailler dans les mines, à l'extérieur de la maison. Mais comme en Afrique, les filles sont destinées à se marier, donc à être des femmes de ménage à la maison, elles sont plus utilisées dans la sphère familiale pour des tâches qui contribuent au bon fonctionnement de la maison. Alors, on a vu des reportages qui nous ont vraiment donné du tournis. Il y a des parents qui vendent leurs enfants dans des pays, de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est devenu un véritable commerce. Ici, même chez nous, en Côte d'Ivoire, tout le monde a déjà entendu parler de cette filière du nord-est de notre pays qui vraiment venait pourvoir en filles de ménage toute la sphère abidjanaise, toute l'agglomération. Alors, c'est toujours d'actualité, ça changeait un peu parce que je sais, par exemple, aussi que la première dame de notre pays, Madame Ouattara, aussi a initié un véritable combat contre le travail des enfants. Tout à fait, tout à fait. Le travail des enfants, malheureusement, c'est un cri de détresse des familles. Et d'ailleurs, les institutions internationales, pour résorber ce travail des enfants-là, ont pensé que la première stratégie, c'était d'apporter un soutien qui permettrait un revenu régulier aux familles précaires. Parce qu'un papa qui peine à nourrir ses enfants, à les soigner, s'il en a 5, 6, 7, 8, il peut bien se séparer d'un enfant pour le bien-être de tout le reste de sa famille. Donc c'est comme ça que ces parents-là font le calcul. Mais très souvent, ils n'ont pas la pleine perception du phénomène du commerce des enfants. Ils se disent, je confie mon enfant et la personne va me donner de l'argent, un revenu soit en une seule fois, soit chaque mois, payer l'enfant, parce que l'enfant va aller dans une famille où il va manger, où il va être soigné, où il va être mieux qu'il ne l'est avec nous. Donc il y a ce côté, ce dilemme-là auquel sont confrontés ses parents. Mais il faut qu'ils sachent que ce n'est pas la bonne façon parce que l'enfant qui est vendu, qui est utilisé, esclavisé, il ne peut pas s'épanouir. C'est comme si on mettait fin à une lignée parce qu'il va grandir sans avoir été formé, sans avoir appris vraiment un métier et avec toutes les séquelles psychologiques que cela comporte parce qu'un enfant, son premier travail, c'est de jouer et d'apprendre. Alors que quand on lui donne une tâche qui est au-dessus de ses forces physiques ou mentales, on ne lui apprend rien, on le détruit ou alors on empêche, on entrave sa bonne croissance. Alors, pour revenir aux fondamentaux, c'est clair que les enfants, à leur naissance, c'est le jeu, puis l'éducation, c'est un droit fondamental. Mais on pourrait aussi faire la frontière entre la socialisation des tâches pour socialiser les enfants. On en a tous fait les frais, hein, aller chercher du fardeau, voilà, il y a des tâches qu'on a faites, on a exécutées pour vraiment s'insérer dans la société. Quelle est la frontière? Quelle tâche on doit définir en fonction des âges? Ben, déjà, il faut voir, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que la tâche qu'on confie à un enfant soit au-dessus de ses forces ou de ses capacités. Donc, si on a une famille où il y a un enfant de 2 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 15 ans, ils n'auront pas les mêmes tâches. Donc, par exemple, en milieu urbain, à l'enfant de 2 ans, on pourrait confier de placer les couverts à table, ou de ranger les journaux sur la table quand ils ont fini de jouer, ou même de ranger ses propres jouets. Parce que de ranger ses propres jouets, c'est déjà un acte de civisme, parce qu'on apprend à prendre soin de son environnement. Maintenant, du côté socialisant, il faut faire des tâches de groupe. Si on veut faire un gâteau, on ne demandera pas à l'enfant de 2 ans d'enfourner le moule. On lui demandera par contre de remuer la pâte, de goûter si c'est sucré. Et à l'enfant de 14 ans, voilà, on lui permettrait d'ouvrir le four chaud parce qu'il est plus grand pour évaluer le danger. Donc, il faut penser à faire des tâches ensemble pour se socialiser, mais en veillant à respecter la sécurité et l'âge de chacun des enfants à qui nous confions ces tâches-là. Au fait, ce qu'on oublie aussi, et c'est dommage pour notre économie, c'est que au niveau des tâches ménagères, c'est un business qui devrait être florissant, si c'est fait dans les normes. Il y a des choses à prendre, parce qu'il y a une formation. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour les assistantes à domicile, tout ça, alors que c'est des secteurs prédominants. Est-ce qu'il n'y a pas un souci également aussi de l'État, du gouvernement, tout de suite d'encadrer vous, par exemple? Je sais que vous êtes très proche des enfants, à travers vos activités, vous avez certainement des idées à donner. Est-ce qu'il y a un travail coordonné qui est fait pour faire en sorte que le milieu soit
industrialisé, professionnalisé, de telle sorte que quand on y vient vraiment de bon cœur, quoi. Ah oui, parce qu'à contrario, on a vu aussi hier des reportages de complicité et tout pour sécuriser et l'employé et l'employeur. Tout à fait, tout à fait. Mais le problème est plus dans la mentalité. Quand on voit comment les gens réchignent à donner un bon salaire à leurs employés de maison. On ne va pas laisser ça totalement aux ONG exclusivement. Aussi, à un moment, il faut prendre les choses... On me dit qu'il y a certaines ONG qui font ça. On ne va pas tout laisser aux ONG quand même. Mais on ne peut pas tout laisser non plus. On ne peut pas laisser tout non plus à l'État. Je veux dire, l'État fait ce qu'il peut, mais en même temps, l'État ne va pas aller dans les maisons pour améliorer la collaboration entre le personnel de maison et la famille dans laquelle elles travaillent. Donc, j'entends des femmes qui disent elles ne méritent pas plus de 25 000 francs. Comment on peut décider qu'une personne humaine ne mérite pas plus de 25 000 francs? Déjà, donc il faut changer les mentalités et voir le travail que la personne effectue. Non, il faut un cadre, il faut un cadre aussi, au fait. Il faut un cadre. On sensibilise. L'État, évidemment, ne va pas aller dans les chambres, dans les maisons, de tout ça, mais il faut un cadre qui puisse décourager les personnes à agir comme ça. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qu'il faudrait faire, en attendant l'État, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons regardants. Vous dites, je dois aller au travail, j'ai besoin d'une fille pour garder mon enfant. On vous ramène une fille de 15 ans ou de 13 ans. Vous ne pouvez pas accepter qu'elle reste chez vous. Mais ce qui se passe, les gens vont dire, non, c'est bien, au moins elle va surveiller la maison. Mais elle est tellement jeune que n'importe qui peut venir lui dire, ta patronne m'envoie chercher telle chose, et après on trouve la maison dévalisée. Donc il faudrait quand même que nous soyons plus fermes, parce que ça ne sert à rien de dire que j'ai trop besoin d'une fille, donc je prends la première venue, ou j'ai trop besoin d'un garçon. Si vous cherchez un chauffeur, que vous avez quelqu'un qui vient à peine d'obtenir le permis de conduire, vous n'allez pas lui confier votre famille parce que vous la mettriez en danger. Donc il faudrait que nous-mêmes soyons conséquents avant que les autres le fassent. Ça va déjà assainir un tant soit peu, un premier palier de l'emploi à domicile. Parce que si on prend le premier venu ou la première venue, sous prétexte que c'est un mal nécessaire, on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Et ce choix-là, c'est de nous impliquer nous-mêmes davantage dans la gestion de notre maison pour que, petit à petit, on se rende autonome vis-à-vis du personnel de maison qui n'est, du reste, pas toujours formé ni compétent. Coach, ce que vous dites, c'est très important. Et on est face aussi à des contraintes qui nous obligent à confier nos enfants ou même l'organisation de la maison à d'autres personnes. Mais au niveau des tutelles et au niveau étatique, ce que Marcelin dit, c'est très important parce qu'il faut organiser même le secteur pour éviter les abus même contre ces jeunes filles-là. Tout à fait, mais moi je suis dans plusieurs groupes. Quelqu'un qui dort, c'est vrai que le SMIC, comme disait ma réalisatrice tout à l'heure à l'oreillette, le SMIC, il y a le SMIC qu'on peut donner à une fille de maison. Et en fonction aussi de ses ressources. Si elle dort à la maison, elle utilise nos ressources, donc qu'on lui donne 30 000, est-ce que ce n'est pas un bon compromis? Ou bien, bon, je ne sais pas, il y a des choses à voir aussi dans ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, sous nos cieux, le travail d'employé de maison, c'est quand même particulier. Parce que l'employé de maison en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, devient un membre de la famille. Alors que sous d'autres cieux, une nounou, elle ne mange pas là, vous ne la soignez pas directement, vous ne l'avez pas à charge. Donc, une personne qui paye sa nounou à 35 000 francs, en réalité dépense au bas mot le double. Et c'est ce qu'il faut savoir. Mais en même temps, on ne peut pas humainement et culturellement demander à la personne je te donne les 40 000 ou les 45 000, mais tu ne manges pas chez moi le matin. Parce que c'est un peu... En Afrique, ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas chez nous. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est nous-mêmes, entre nous, je participe à plusieurs groupes sur la question. Et ce qu'on est en train de penser, c'est pourquoi pas demander une lettre de recommandation. Parce que si vous quittez un employeur dans de bons termes, il devrait pouvoir vous donner une lettre de recommandation. Donc déjà, parce qu'il y a des mésaventures aussi, oui, des parce fois. que la fille vient, vous lui dites, tu as quel âge? Elle dit, j'ai 19 ans. Et après, elle tombe malade, vous demandez ses papiers ou vous regardez son carnet de santé. Elle a 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc il y a déjà un mensonge parce que cette fille-là a besoin de la place, elle a besoin de l'argent qu'elle va gagner, mais elle ne pense pas à la loi ni aux normes. Donc on pense à plusieurs questions comme ça. Et déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'expliquer aux parents que les enfants qui n'ont pas un certain âge, ils nous mettent en danger quand nous les employons. Parce que s'il y a un problème,
on est responsable parce qu'on aura employé un mineur. Donc ça, c'est pour le cas des employés de maison. Mais pour nos propres enfants, il faut que nous puissions les emmener à l'apprentissage des tâches ménagères sans non plus les priver de leur enfance progressivement. Ce n'est pas parce qu'on a une nounou à la maison que l'enfant ne va pas apprendre à ouvrir une boîte de conserve, ni à faire son lit, ni à cuire un œuf ou à cuire du riz. Il faudrait qu'on ait un espace d'apprentissage des tâches ménagères pour nos propres enfants, même si nous avons 2, 3, 4 domestiques. Et puis le rôle aussi des familles, c'est de pas d'esclavagiser la nounou, mais c'est de faire en sorte que ceux qui passent à la maison puissent avoir vraiment un bagage après, une expérience, les aider à leur propre évolution. Parce qu'elles ne vont pas rester comme ça indéfiniment. Oui, mais ce qui se passe, c'est que la maltraitance est tellement accrue entre les employeurs et les employés que ces filles-là, il y a un phénomène bizarre. Quand elles arrivent, elles oublient tout ce qu'elles ont appris dans leur poste précédent parce qu'elles ont l'impression que ce sont des aptitudes pour la maison, pour une maison donnée. Alors que les aptitudes qu'elles acquièrent en travaillant dans une maison, ce sont des aptitudes qui pourraient leur servir dans d'autres maisons et dans la leur propre, quand elles seront plus tard dans leur propre famille. Merci beaucoup, coach Laura. Et puis, on profite pour vous dire merci aussi pour tout ce que vous faites pour les enfants. Magnifique conteuse, hein, Michel Laura. On espère qu'un jour, vous allez faire une séance privée pour nos enfants, Alex et moi, pour les enfants de tous les membres de Matin Bonheur. On va organiser ça avant la fin de la saison. Voilà. Merci d'être resté en notre compagnie. Ce n'est pas la fin de la saison encore. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.